Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de LSA Direct, le 16e. La Covid-19, le confinement, déconfinement, reconfinement partiel et les questions de santé que vous vous posez légitimement dans ce climat parfois anxiogène. Avec nous sur ce plateau pour nous aider à y voir plus clair et pourquoi pas alléger un peu vos angoisses, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Professeur Abdelrahmane Benbouzid, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, parce que l'actualité le commande, le paludisme. 1110 cas déclarés et diagnostiqués dans 5 wilayas du sud du pays, dont 918 pour la seule wilaya de Tamrast. Vous avez parlé de paludisme d'importation. Alors bon, qu'il soit d'importation ou local, quelle est aujourd'hui la parade ? Nous avons parlé de paludisme d'importation parce que l'Algérie est indemne de paludisme. L'Algérie a été certifiée indemne par l'OMS, indemne de paludisme autochtone. Et il est habituel au mois de septembre, au mois d'octobre, surtout cette fois-ci, cette année, beaucoup de pluie dans le sud de l'Algérie. Vous avez peut-être remarqué que l'Algérie a envoyé 2 avions d'aide au Niger suite aux intempéries, aux inondations qui se trouvent au Niger. Donc, il est pour les services de la prévention que j'ai interrogé, bien entendu, j'ai vu les chiffres, ça m'a inquiété. Ils ne sont pas très inquiets, bien entendu, toute forme de palu, de maladie ou d'épidémie ne peut susciter que de l'inquiétude et de la mobilisation. Mais c'est tout à fait habituel, ce sont des paludismes importés soit par des Africains qui sont rentrés ou des Algériens qui se sont déplacés. La situation est maîtrisée. Les équipes d'épidémiologie, de médecins sont sur le terrain. Les médicaments ne manquent jamais, n'ont jamais manqué, ne manquent pas. Donc la situation est prise en charge. Justement, à propos des frontières sud, qui sont effectivement des zones de fort transit migratoire, notamment pour les populations subsahariennes. Avec ces chiffres du paludisme qui se sont donc un peu affolés, et puis vous me dites c'est la période, est-ce qu'on ne peut pas, ou ça vous semble un peu excessif, de parler de failles sanitaires dans une zone pourtant ultra surveillée ? Elle est ultra surveillée, c'est clair, pour des raisons politiques que vous connaissez très bien avec la situation qui prévaut dans la région. Mais il y a des déplacements de population. Et je veux aussi rassurer que le moustique ne survit pas en dessous de 21 degrés. Donc la situation va un petit peu se rafraîchir. Et non, nous n'avons pas failli en matière de surveillance épidémiologique. Ce qui a suscité des craintes, c'est peut-être la situation épidémique en matière de Covid. Donc nous sommes en situation de pénibilité avec cette épidémie. S'en rajoute une autre. Certains le voient, sont venus un petit peu associer les deux et dire voilà, on a la Covid, donc il y a peut-être une défaillance du système de santé. On a encore une situation qui s'y conjugue, mais pour les collègues au niveau du ministère, c'est tout à fait gérable et c'est une situation vécue aussi par les pays limitrophes. Les pays frontaliers aussi. Oui. La Covid-19, puisque vous enclenchez vous-même dessus, nous étions sur un temps optimiste. Il y a eu comme ça une courbe décroissante sur plusieurs jours, sauf que là, depuis mercredi dernier, la courbe est repartie, un frémissement, mais vers le haut. Comment vous expliquez cet effet yo-yo ? Nous sommes toujours sur un temps optimiste. La courbe n'a que peu changé dans tous les pays du monde. C'est une courbe en dents de scie. Vous testez, il y a un cluster, un certain nombre un foyer, et puis ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Nous sommes toujours dans les 160, 150 et quelques, 160, 170, pour avoir connu 600, les pics, pour avoir connu des dizaines de morts, de décès. Nous sommes relativement rassurés parce que le virus est là, il ne nous a pas quittés, il n'a quitté aucun pays. Un peu rassurés par le fait que notre situation est enviable par rapport aux pays qui nous environnent. Cela fait que, et puis la tendance est baissière. Nous nous étions même un petit peu en
interrogeant mon directeur de la prévention, j'ai dit, écoute, vous êtes en train de descendre comme s'il s'agissait de marche, alors que les courbes habituelles, même si elles descendent, non, elles descendent et puis elles remontent un petit peu. Nous sommes dans cette tendance. J'ai espoir que, même si dans la rue, il y a un certain relâchement, j'ai vraiment espoir que la situation s'améliore. Ceci dit, je veux le dire avec toute la foi, il ne faut pas qu'on perde ce que nous avons gagné. Parce que là, arriver avec une pandémie, n'est-ce pas, qui sévit de façon très poussée dans beaucoup de pays, et cette résurgence aussi, ce rebond que l'on constate, que nous soyons à un niveau qui est très bien vu par nous-mêmes d'ailleurs, mais bien entendu par nos semblables dans le monde. Je lis, l'Algérie est un pays qui, en ce moment, pour le moment, je souhaite que cela dure, a des taux relativement beaux, relativement acceptables, entre guillemets, pour une situation qui a gagné l'ensemble des pays du monde. Justement, sur le terrain, depuis mercredi dernier, le dispositif de confinement ou de déconfinement a été revu, réadapté parce que ça arrivait à échéance. De nouvelles dispositions ont été annoncées par le Premier ministre et l'impression qui s'en dégage, c'est une sorte de modularité. On adapte, on ne plaque pas un seul schéma sur tout le territoire. Alors, Monsieur le Premier ministre l'a si bien dit, il a dit flexibilité. C'est des tendances en fonction, nous le verrons. Des réalités de chaque région. En fonction des réalités. Nous devons adopter la riposte en fonction de la situation. Regardez en France, les Bouches-du-Rhône, les bars, les restos sont fermés. Ils rouvriront si la situation l'autorise. Là, on parle carrément, pour le cas français, puisque vous le citez, on parle même de Paris. De l'Île-de-France. Voilà. Alors, le ministre de la Santé a dit, il se donnait d'ici lundi, le temps que si les chiffres ont une tendance haussière, ce sont aussi des mesures. C'est une situation qui n'est pas propre à l'Algérie. Ce sont les hommes de science, les épidémiologistes ou les médecins, en fonction de la situation. D'ailleurs, même le confinement dans le pays, il n'a pas intéressé beaucoup de wilayas, celles qui enregistraient... Elles étaient 18. Voilà, donc c'est une situation à gérer en fonction des clusters, du développement de la situation. Et voilà, c'est... Moi, ça m'intéresse parce que globalement, moi, je n'ai pas peur des mots. La maison, Algérie, au plan santé, dans cette phase pandémique, la maison tient. Le spectre de la deuxième vague est moins pesant. Vous me corrigerez, c'est le profane qui le dit. Mais alors, expliquez-moi. Le système de santé a été littéralement massacré par plus de 20 ans de désinvestissement sous l'ère des Bouteflika. Il n'y a pas encore si longtemps, ce système de santé était décrié par une majorité de citoyens. Et là, pour le coup, sur la pandémie, nous sommes plutôt performants. C'est quoi? C'est un miracle, même si je ne suis pas adepte de la théorie du miracle. Il a de bons restes. Il a de bons restes. Cela tient probablement à un système, l'ensemble, ce qui coordonne l'ensemble du système de santé, qui est défaillant. Et c'est pour cette raison que M. le Président de la République a nommé un ministre délégué chargé de la réforme hospitalière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a une agence nationale de sécurité sanitaire. Tout cela indique clairement qu'il y a sur le terrain, dans le tissu sanitaire, un problème que nous sommes en train, bien entendu, d'étudier, essayer de corriger. Mais raisonnablement, il n'y a pas que des problèmes. Je me suis déplacé dans le pays, j'ai été très loin, Tindouf, Tébessa. J'ai vu de vaillants personnel soignant à prédominance féminine, dans des endroits à tendance conservatrice, travailler jour et nuit, hors de chez eux, ne rentrant pas chez eux de crainte d'envoyer le virus chez eux. Travailler vraiment, je le dis vraiment, même si moi j'ai eu à critiquer le système, je suis un enfant de ce système. Oui, vous avez eu à pousser des coups de gueule lors de plusieurs de vos visites. Non, une fois seulement, non, c'était une fois, c'était... Enfin, je voulais que l'on cesse un peu de dire « on va faire ». Il y avait une machine, elle devait démarrer, elle était toute neuve à Sétif, et on me dit « on va appeler ». Appelez, il est où? Cherchez-le, il n'est pas, ramenez un autre. Voilà, c'est pour casser un petit peu avec la paresse qui a gagné un petit peu certains secteurs.
Donc il y a un travail fabuleux qui a été fait. Je pense que le résultat est là. Le résultat n'est pas, je sais pas, fantomatique, c'est un résultat réel, authentique, vérifié. Là, à ce titre, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui douteraient un petit peu de ces chiffres. Bon, parce que j'ai lu, j'ai entendu. Vous ouvrez une parenthèse. D'accord, on la laisse. Non, vous avez raison de l'ouvrir parce qu'en fait, vous enclenchez ma question qui vient tout de suite après. J'allais vous poser la question. Certains n'hésitent pas à dire que si les chiffres des contaminations sont relativement bas, c'est parce que nous ne testons pas suffisamment. Nous ne testons pas suffisamment. Alors, je vous la pose tout de go. Bon, je termine un peu pour dire toute ma considération au corps de la santé, qui a été à la hauteur, qui m'a mis à l'aise, parce que je suis l'avocat du corps de la santé auprès du gouvernement et en particulier auprès de Monsieur le Président de la République. J'ai du bon au cœur, je suis très heureux et très fier de ce qui a été fait. Et le Président de la République n'a cessé de le dire à l'endroit du corps de la santé. Maintenant, nulle part dans le monde on ne teste massivement. Il faut que les gens comprennent que ces tests, nous les importons. C'est-à-dire que nous n'avons pas un tissu d'usine qui nous donne les tests autant que nous voulons. Donc, nous importons des tests. Et quand bien même nous importerions en quantité, je voudrais que nos collègues, nos amis, nos concitoyens lisent un peu que même en France, qu'il y a des délais d'attente de 14 jours, que les résultats mettent du temps, qu'il y a des foyers où les gens ne sont pas contents. Et comparer notre système de santé à un système de santé qui a fait ses preuves à des pays développés, ce ne serait pas n'est-ce pas, très correct. Nous testons, encore que maintenant on teste moins partout dans le monde. On teste 12 millions, 1,2 million en France en une semaine, 1 million presque en Italie et tout. Plus vous testez, plus vous avez de cas, c'est clair. Nous testions moins au début. Maintenant, nous avons 35 sites de tests. Sur tout le territoire. 35. Je viens de signer une convention avec M. le ministre de l'Enseignement supérieur pour nous doter, pour nous mettre à notre disposition encore 24 sites de tests relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais en fait, plus on teste, plus on a. Nous, maintenant, la situation s'est quelque peu améliorée. Nous confinions 14 jours, nous donnions un traitement, nous étions traités. Maintenant, les gens sont traités chez eux. Maintenant, on traite 5 jours. Les cas asymptomatiques sans signe, on les laisse chez eux, on le prend. Donc, en fait, on voudrait peut-être même arriver à une situation où on ne teste que les symptomatiques. C'est-à-dire ceux qui viennent à l'hôpital parce qu'ils présentent des signes. Et puis, je dis aussi une chose que nous avons constatée. La Covid, ce n'est pas uniquement le syndrome respiratoire. Nous disions que c'était la toux. Diarrhée, on a vu, Covid. Fatigabilité, Covid. Donc, cette maladie a pris d'autres... Le spectre s'est élargi. Ah oui, d'autres formes. Nous avons constaté que certains avaient des signes qui, habituellement, n'avaient pas du tout un lien avec l'arbre, l'appareil respiratoire, et qui étaient Covid. Donc, nous testons ceux qui viennent demander à être testés. Tester massivement, ça ne se fait pas, ça ne se fait nulle part, même si cela a été il y a eu des tentatives en ce sens. Annoncé. Maintenant, nous importons plus. Nous dotons les centres de tests. Il y a des centres privés. C'est normal dans la société, c'est comme ça, quand il y a une situation de difficulté, vous avez beaucoup plus les gens mécontents qui se mettent en valeur que ceux qui sont satisfaits. C'est connu. Si vous avez 95% de résultats positifs dans une situation, les 95 rentrent chez eux satisfaits. Parmi les 5, 3, 4, bon, mais si vous en avez un ou deux qui gagnent un peu en procédure, les procéduriers et tout, surtout par les réseaux sociaux, ceux-là enflamment. Juste pour dire à ceux qui ont quelques doutes tout à fait justifiés sur les chiffres que nous donnons parce qu'ils pensent que nous testons moins, non. J'étais à Oran hier, ils ont 4 alors qu'ils étaient à un site de test, ils en ont 4 et ils en auront encore très, très prochainement.
Il n'y a, je vous le dis, c'est Hakim, qu'à voir dans les hôpitaux. Hier, j'ai fait la zone ouest. Passé, non, j'ai fait aussi des wilayas. Il n'y a plus. Ils étaient à 120 cas jour. À Or, ils sont à 20 cas. C'est quand même de 120, on descend à... Une baisse plus que sensible. Donc, certains, parmi ceux qui ont douté, certains étaient des collègues. Je me suis même adressé à un collègue très proche à moi. Je lui ai dit, quand tu dis il y a un doute, tu devrais t'associer à nous pour aller dans l'apaisement, tu es médecin. Ne dis pas, c'est nous, on a là un devoir, même en temps de guerre. Ouais. En temps de guerre... Et c'est une situation de guerre contre la pandémie. On est parfois appelé à mentir pour maintenir le moral des troupes. Donc nous avons, nous, obligation, bien entendu, on ne ment pas. Mais allez tous ensemble, je dis, pourquoi vous dites que vous êtes dans un hôpital, vous avez libéré des lits, vous avez repris les activités. Enfin, il y a quand même une chose qui a une visibilité. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui saisissent cette occasion pour faire un petit peu... C'est acté. Professeur Benbouzid, au plan communication, est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode, celle du décompte quotidien? Je vous pose la question parce que je sais qu'ailleurs, hein, il ne faut pas comparer de manière mécanique, je vous le concède, mais ailleurs ça fait débat parce qu'on considère que cette quotidienneté des chiffres, ça augmente le climat anxiogène. C'est Hakim, comparaison n'est pas raison. Nous avons une situation sociologique différente de certains pays. D'ailleurs, nous constatons que dans certaines situations, nous sommes bien différents. Regardez, en Allemagne et d'autres pays, on manifeste pour ne pas porter le masque. C'est quand même pour nous un étonnement. Et nous, on ne peut pas rester dans une situation un peu comme l'âne de Buridan, entre le seau d'eau et le picotin d'avoine. On doit se trouver une voie. Nous avons, demander à l'ensemble des collègues au niveau du comité scientifique, est-ce qu'il ne serait pas temps de demander au docteur Fourad de ne plus apparaître? Au début, il était anxiogène. Ça, c'est vrai. Les gens attendaient Fourad avec toujours des chiffres à tendance haussière. C'était guetté comme oui. Le lait sur le feu. Et nous le corrigions aussi. Nous le corrigions, voilà, il faut aller un petit peu dans le sens d'apaiser et tout. Maintenant que cela... Nous demandons à reprendre vie sur le plan commercial des activités, à accepter un petit peu de cohabiter. Nous avons parfois envie de lui dire de cesser, je dois juste le fil rouge. Nous, franchement, nous... C'est en réflexion. En réflexion, Fourard devient sympathique. Alors que, il s'est introduit dans nos foyers. Il s'est introduit au début, bon... On aurait voulu qu'il s'y introduise dans d'autres circonstances, mais bon. Pour le connaître, c'est un garçon de qualité exceptionnelle sur tous les plans. Mais disons qu'au début, Fourard était là pour donner des chiffres, il y avait l'inquiétude qui avait gagné tout le monde. Non, maintenant c'est le contraire, on le laisse quelque temps encore. En souhaitant qu'il agisse encore dans le... Qu'il aille en décroissance. Qu'il aille en décroissance, qu'il atterrisse bientôt. Bon, à une question du soir d'Algérie sur la rentrée scolaire et le déconfinement, question posée au président Tebboune, le chef de l'État a assuré qu'il ne prendrait aucune décision seul, sans l'avis des médecins et des scientifiques. Là, il y a quelques jours, il vient d'appeler à la reprise de tous les championnats sportifs. Alors je pose la question principalement, vous êtes là en tant que ministre, mais je la pose quand même aux médecins et aux professeurs que vous êtes. Est-ce que ce n'est pas quelque part un pari sanitaire risqué, cette reprise massive des compétitions? D'abord, je vous invite, c'est Hakim, de vérifier cette information. Elle n'est pas officielle. Je ne veux pas m'introduire dans ce qui relève de M. Khaldi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, mais je n'ai pas eu connaissance, moi, personnellement, d'une reprise, comme vous dites, massive. Si ils reprennent les activités, je pense que le bon sens, et puis ce n'est pas du tout dans mes attributions, c'est une reprise, et nous le souhaitons dans toutes les activités, tout en maintenant un état de vigilance accru. Aucune, je pense, à mon sens, reprise ne sera de manière massive ou active ou brutale ou totale ou complète. Je pense qu'il faut vérifier cette information avant de l'annoncer. Quant à la reprise scolaire ou toutes les... J'y viens. Très bien. J'y viens justement. Et encore une fois, avec la précaution
que je prends de dire il ne s'agit pas de calquer des modèles d'un pays à un autre. Bon, il se trouve que j'ai eu sous les yeux le dernier rapport de Santé publique France, un organisme qui là-bas fait autorité, et il dit la chose suivante: un tiers des 899 clusters en cours d'investigation proviennent des établissements scolaires. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ici? Ça n'a rien à voir avec notre situation, c'est la France, c'est pas nous. Ou alors c'est quand même un chiffre qui interpelle, qui nous interpelle tous, qui vous interpelle en tant que ministre de la Santé, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, la date de la rentrée scolaire n'a toujours pas été fixée. Écoutez, nous n'innovons pas. Il y a un schéma qui est universel. L'école, c'est un endroit clos, la classe, dans lequel il y a des enfants, dont il faut préserver la santé. Je rappelle au passage, si vous permettez, cette phrase du président de la République qui avait dit « On peut s'amuser avec tout, sauf avec la santé des citoyens ». C'est pour ça qu'il avait dit primauté au comité scientifique. Le président l'a dit, vous l'avez vu à travers un écran. Nous avons eu le contact direct. Le président est extrêmement soucieux de la santé des citoyens. Ça, c'est clair. Et que les mesures prises ne sont pas des mesures punitives. Et la preuve, c'est que ces mesures qui ont été prises par le président de la République ont donné ce résultat. Et que certains pays ont ouvert un petit peu et ils sont revenus sur des décisions. Ça va quand même, cette sagesse, n'est-ce pas, de rester dans cette situation. Qu'est-ce que c'est que perdre un mois et préserver la santé? Les gens parlent d'effets tout de même assez lourds, décrochage scolaire. Les scolaires, si vous voulez, les experts scolaires, le ministre de l'Éducation nationale travaille, il a présenté et il va présenter bientôt au niveau du Conseil des ministres son plan. Ce qui a valorisé le comité scientifique de suivi de l'épidémie qu'a installé M. le Président de la République, ce sont les protocoles sanitaires. L'ensemble des départements, agriculture, sport, éducation nationale, tous se sont rendus au ministère pour discuter avec les membres du conseil scientifique, avec un protocole établi. C'est-à-dire que le travail était fait, parce que chaque département a ses caractéristiques. Nous, dans le comité scientifique, nous n'avons apporté que la touche scientifique, la touche sanitaire. Ceci, cela, mais le travail avait été fait à 90%. Et justement, à propos de l'éducation nationale, nous avons non seulement adopté avec eux un protocole sanitaire, c'est-à-dire une alternance dans l'enseignement. Le système de la double vacation. La double vacation, et puis aussi pour l'enseignement supérieur, surtout pour ceux qui sont un peu âgés. Dans les grandes universités dans le monde, on travaille jusqu'à 20h, jusqu'à 22h. Pourquoi ne pas étaler? Nous, nos universités, beaucoup en tout cas, cessent à 16h. Et puis, nous avons même anticipé le comité scientifique, parce que le président de la République nous a interrogés au-delà du protocole sanitaire lié à chaque secteur. Comment faire à la reprise? C'est-à-dire, le protocole, c'est inside, c'est l'école. Et puis, avant l'école, essayer aussi de décaler. On entre à 8h, ensuite les autres à 8h30 ou 30 pour ne pas qu'il y ait une congestion. Bon. On a même anticipé. On a même dit que dans une classe, c'est un schéma très arbitraire, mais il faut adopter un schéma. S'il y a un enfant, s'il y a 3 enfants dans une classe, pendant une semaine, c'est la classe qui est. S'il y a 3 classes dans une école, je ne veux pas le divulguer parce que il peut être sujet à critique quand les gens... Enfin, on a adopté un protocole non pas dans l'enclos, si vous voulez, de l'école, mais dans une situation prévisible où on a un enfant, où on a 2 enfants, où on a 3 enfants, où on a une classe, où on a même une classe qui est préservée de tout, enfin l'école, je veux dire, mais dans l'agglomération, il y a des cas. Donc même tous ces schémas, tous ces cas de figure ont été étudiés, remis à l'enseignement, tout a été étudié. Et nous avons tenu compte aussi de ce que préconise l'UNESCO, de ce qui se fait dans tel pays, et nous y avons mis maintenant... Nous aurons le mix, les résultats de ce mix bientôt. Je veux rassurer, c'est fait,
C'est vraiment bien fait. Je pense que c'est la première fois que l'Algérie subit une situation comme celle-ci, où il y a intervention d'un comité scientifique, un travail commun, une étude qui est faite, qui est analysée, réanalysée, reproduite, refaite, réétudiée. Je pense qu'il faut mettre de l'optimisme dans tout cela. Bon, on quitte ce long volet Covid. J'ai des retours, bon, je ne vais pas dire alarmants, mais quelque part inquiétants de plusieurs services de pédiatrie à travers le pays sur la question précise des leucémies aiguës et des tumeurs osseuses. 4 mois sans traitement, 4 longs mois de rupture de médicaments spécifiques. Des traitements qu'on m'a dit pourtant génériqués. C'est dû à quoi? Il y a toujours eu des ruptures. Ces ruptures ne sont pas dans tout le pays. Cette situation d'épidémie a impacté tous les secteurs. Elle a impacté aussi le secteur de la santé. Le plan cancer est un des 3 axes fondamentaux du département de la santé dès qu'on a été installé. Et c'est une demande pressante et très forte du président de la République, je parle du cancer de manière générale, oui, et qui me presse. C'était une des promesses de campagne du président Tebboune. Une des promesses de campagne, une des demandes qui m'ont été faites, une des missions qui m'ont été confiées. Et il me presse maintenant d'aller avant une date très proche, de mettre en marche... Vous avez un ultimatum. Un ultimatum au 15 octobre. D'accord. Pour faire tout, pour faire éclore à Djelfa un centre anticancéreux. Et hier, j'en ai visité à Oran. J'ai visité le centre anticancéreux et certains vont être installés à Tiaret, à Médéa, à Mostaganem, à Bougie. Bon, pour vous dire l'intérêt qui est porté au cancer. Mais ça, c'est la radiothérapie. Centre anticancéreux, les gens pensent uniquement à radiothérapie, mais c'est aussi des services d'oncologie, des services de... Effectivement, il y a des situations de manque, mais qui ont précédé ma venue. Cette situation a prédominé pendant... je voudrais rassurer que c'est pris en charge. Il y a 3 jours, j'ai reçu les représentants. Des représentants, pas les représentants, des représentants, parce que bon, c'est tout le monde qui représente. Hein, ce n'est pas... Dans toute situation, vous demandez un d'un là-bas, un, vous ne pouvez pas. Et c'est l'ensemble qui, à chaque endroit, va travailler, conjuguer ensemble toutes les démarches et déboucher sur les représentants de l'oncologie dans le pays. Et nous engageons cette semaine un travail justement pour les guidelines, d'abord pour la liste des médicaments. Moi, j'avais fait une fois une intervention qui avait été très mal interprétée, où j'avais dit on ne peut pas introduire toutes les molécules. On a soustrait toutes et on a insinué une situation de crainte. Bien évidemment, c'est le comité représentant l'ensemble des médecins qui se chargent du cancer, et précisément celui de l'enfant, qui vont, eux, sur une série de médicaments, situer quels sont qui sont extrêmement coûteux. Oui, alors justement, professeur et ministre, il y a eu ce coup de gueule toujours dans le domaine du cancer, un coup de gueule de votre confrère, le professeur Kamel Bouzid, oncologue. Il se demande où sont les traitements innovants promis depuis des lustres. Alors il cite un exemple précis. Il dit il y a maintenant 2 filières, 2 moyens de se les procurer. Ou plutôt même... J'ai suivi. Oui. Non, j'ai suivi. Cette filière qu'il appelle, lui, la filière du Kaba, notamment la filière marocaine, je crois, où un cycle, pour un cycle, c'est 6 000 €, il en faut 2, c'est 6 000 plus 6 000, voilà, je vous laisse faire les comptes. Non, je rejoins mon collègue professeur Bouzid et je partage parfaitement son coup de gueule. Parce qu'il est une personnalité incontournable en matière de traitement du cancer. Il est chef de service, il est spécialiste, il est président de la Société algérienne d'oncologie. Il faut seulement que nous partagions ensemble les mêmes inquiétudes et qu'il sait très bien que ces situations, il a eu à les combattre bien avant mon arrivée. C'est vrai, c'est une situation qu'il faut corriger. Et c'est vrai que même pour d'autres traitements et pour d'autres situations, il y a, comme on dit, le Kaba. Il y a ceux qui peuvent se payer à 12 000 € et ceux qui ne peuvent pas.
Il n'y a pas que cela. Il y a le cancer parce que c'est une maladie à résonance. Non, c'est une maladie, je ne vais pas dire mortelle, parce que ça se traite. Et grâce à ces traitements, ça se traite. Mais c'est une maladie à présence récurrente, parce qu'avoir le cancer, c'est très, très mal vu. Et le cancer, c'est un traitement extrêmement éprouvant, la chimiothérapie, etc. Et puis, quand on lit taux de survie, taux de suicide, non, c'est une maladie à intérêt particulier, ça c'est clair. Mais moi, je partage totalement, je partage tout à fait ce qu'il dit. Et puis, nous sommes en train de... l'écoute est là, l'alerte qu'il a donnée est parfaitement bien perçue. Lui aussi sait très bien que la situation n'est pas... Ce sont des médicaments qui sont importés, que nous avons vécu pratiquement 6 mois depuis l'annonce le 25 février du premier cas. Nous avons eu en mars-avril une situation tendue. Plus que tendue. Quand vous avez quelqu'un qui vous fait une modélisation et qui vous dit qu'au 15 avril, l'Algérie aurait 20 000 morts, au moment où nous regardions les images de l'Italie ou les... Qui étaient au bord du cataclysme. Mettez-vous à la place de ceux qui géraient la santé. Je ne parle pas de ma personne, mettez-vous à la place de tout le monde. Donc, Air Algérie est à l'arrêt, le transport interurbain est à l'arrêt, l'économie est à l'arrêt, pratiquement tout le monde est impacté. On a la chute du PIB, 12%. Bon. Nous sommes en train de remonter la pente et je peux vous assurer que ce que dit le professeur Bouzid est une des préoccupations majeures de notre département et que très rapidement, nous avons déjà engagé le travail pour cela, bien entendu, ceux qui... ont besoin de tel ou tel médicament, nous avons l'obligation de leur apporter le médicament. Nous arrivons à la fin de cette émission. Une dernière question, si vous permettez. Les zones grises. C'est un véritable cheval de bataille chez le chef de l'État. Les zones grises à travers le pays, Tebboune leur a déclaré la guerre. Et j'ai reçu, ces dernières heures, un SOS. Je vous le transmets tel quel. Hein. C'est un SOS d'une des zones grises du pays. C'est la région de Mdarouche, dans la wilaya de Soukharaz. Parce que Alger n'est pas l'Algérie. Absolument. Saint-Augustin, bon, nous n'allons pas entrer dans la région de Mdarouche, dans la wilaya de Soukharaz. Il y avait un projet d'un hôpital dans cette localité. Il a été inscrit il y a 30 ans. Alors parfois, il faut répéter les chiffres parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que je suis bien en train d'entendre? Oui. J'ai confirmé avec eux, le projet de leur hôpital a été inscrit il y a 30 ans et depuis, pas une seule pierre n'est sortie de terre. Toujours rien. Première université, c'était, remontant à l'Antiquité, c'était Mdaouresh. Oui, c'est une ville historique et qui a fait son histoire pendant la Révolution. La zone Est... notamment Mdaouresh. Les zones grises, vous avez dit, j'ai un petit peu souri, ce sont les zones d'ombre, vous voulez dire? Moi, je les appelle zones grises parce que l'ombre, moi, ça me fait peur, je frissonne. Je préfère me rassurer avec la nuance de gris. Bah, nous restons sur zone d'ombre, nous, parce que c'est l'appellation qui a été donnée. Monsieur le Président de la République a fait passer un documentaire d'une trentaine de minutes. Puis les zones d'ombre sont généralement connotées en termes d'abstraction, de choses qui se passent en catimini. Non, ce sont les zones un peu oubliées. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'on a cherché un petit peu à enjoliver un peu la façade, à s'intéresser là où les gens voient, et on a oublié certaines régions où on voit les gens avec des brouettes, les bonbons de gaz, des enfants qui vont vers l'école. Ou pour une inauguration, on accrochait à l'époque le grand portrait, où on enlevait des compteurs d'électricité ou d'eau tout de suite après la visite officielle, voilà. Non, je ne vois pas cet aspect, bien sûr, très maladroit du reste, hein, de faire ça et de... non, les enfants, les images qu'on avait des enfants sur des tracteurs, traverser du côté de Ranchla, un gué, une rivière, sur des cordes et tout, mais des situations. Et nous avons un programme pour les zones d'ombre, c'est-à-dire doter ces régions d'un centre de santé avec des consultations régulières et tout. Bon. Je reviens à votre 30 ans, ça me surprend, parce que ça va loin. Je donne une petite précision. Une déclaration a été faite disant que l'Algérie n'a pas construit d'hôpitaux après l'indépendance.
j'ai au moins 191 hôpitaux et établissements publics, pas des centres de santé faits après l'indépendance. Je rappelle, donnez-moi juste 7 minutes. Ah, je vous en prie. CNMS, Benaknoun, rien qu'Alger, Cuba, Bollorine et autres, rien que ça. Zeralda, tout ça sont des hôpitaux après l'indépendance. Et puis le HU d'Oran et d'autres et d'autres. Mais il y a eu comment dirais-je, depuis 2007, je viens de voir 2 hôpitaux à Mahalma et Zeralda depuis 2007. C'est 2013 que la situation, et juste après économique, a impacté la situation financière du pays, a fait que beaucoup de structures ont été gelées. C'est le terme. Geler, c'est mettre... On peut dégeler. Donc, c'est mettre provisoirement une situation, n'est-ce pas, en attente, parce qu'il y a d'autres priorités. Il faut ramener le lait aux enfants, il faut ramener les médicaments et tout. Nous sommes en train d'assurer le dégel de certaines structures qui ont avancé, ce qui n'est pas normal de laisser un hôpital pratiquement achevé. Donc, nous sommes en train de le faire et j'ai visité tout récemment, j'ai aussi un programme de visite de structures dans un avenir très proche. 30 ans, je l'ignore que 30 je vous ans, le transmets 30 ans, ça me reçu. fait plus un oubli, parce que 30 ans, la structure qui a été conçue il y a 30 ans devient obsolète maintenant. S'il y a un plan qui a été établi pour un hôpital, c'est fini. 30 ans, c'était des hôpitaux... Il est frappé d'obsolescence. Voilà, frappé d'obsolescence. Mais je peux vous promettre que j'irai vérifier pour la population de Mdaouch. Là aussi, c'est acté. Professeur Benbouzid, merci. C'est trop court. C'est hélas trop court, nous aurions... Je reviendrai. Ah ben écoutez, je vous promets que vous reviendrez parce que l'actualité le commande de toutes les manières. Ici, c'est le seul credo, celui de l'actualité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 16e numéro de LSA Direct. Je rappelle que dans la tourmente mondiale de la Covid-19, vous êtes sur le pont, en alerte quasi permanente depuis votre nomination au poste de Toubib en chef, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Quant à vous, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je rappelle le rendez-vous et les horaires. LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie, c'est tous les dimanches et c'est à 10 h. Et si c'est avec les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, c'est encore mieux.